à l'UTG, qui sont entre autres savoir d'abord pourquoi nous faisons le séquençage. Quel est l'objectif qu'on se fixe pour faire le séquençage? Quelles sont les questions de recherche auxquelles nous voulons avoir des réponses? Et bien évidemment, ce sont ces questions-là qui vont déterminer comment nous allons nous y prendre en termes de matériel, de matrice, en termes d'extraction, et aussi de préparation de l'uranium, et tous ces éléments comme sélection des types commerciaux aujourd'hui qui sont sur le marché. Donc nous allons essayer de mener notre première discussion sur ces notions de base. Je pense que je vais finalement les signes de vous, je voulais. D'accord. Donc, donc, on va rapidement survoler un peu les notions basiques à rafraîchir la mémoire des uns des autres. Je sais que, comme on l'a dit, il y a eu le précours et tout ça, mais c'est nécessaire de revenir sur certaines de ces choses et surtout attirer l'attention des gens sur les parties qui sont, entre guillemets, critiques et qu'il ne faudra pas négliger lors de notre séquençage. Donc, on le sait, qu'est-ce que c'est le matériel génétique, on sait ce que c'est, et on sait aujourd'hui que tout part du matériel génétique. Que ce soit de l'ADN, que ce soit de l'ARN, tout part du matériel génétique. Tout ce qu'il y a aujourd'hui comme population, on parle de population de génétique, tout ce qu'il y a comme résistance aux médicaments, ou même tout ce qu'il y a comme, disons, virulence ou pathogénie de certains pathogènes, tout se trouve inscrit dans ce matériel génétique. Et donc, pour nous, on sait que l'ADN, tout comme l'ARN, il faudra comprendre comment est-ce que ces deux interagissent les uns entre les autres pour que nous puissions, n'est-ce pas, utiliser ces notions-là en notre faveur dans la lutte contre ces maladies. Et pour ce qui est de cet atelier, je pense qu'on s'est beaucoup plus attelé sur le séquençage à partir de l'ADN, la molécule d'ADN, bien entendu le plasmodium falciparum, ce qui fera qu'on va faire économie de tout ce qu'il y a comme information, notions de base sur l'ADN et sur l'ARN, pardon, les différents types de molécules d'ARN et tout ça, qui ne sont pas pris en charge lors de cette formation. Mais néanmoins, ces notions restent dans les diapositives qu'on pourra partager avec les uns les autres, au cas où vous êtes intéressés à les partager avec des étudiants ou des collègues qui sont beaucoup moins denses à cette notion plus que nous. Et donc, on l'a déjà dit, c'est vraiment la compréhension de ces molécules-là, des acides nucléiques, qui va vraiment déterminer tout ce qu'il y a comme action à entreprendre dans la lutte contre les maladies. Et pour les techniques de biologie moléculaire qui vont d'abord de la PCR jusqu'au séquençage, disons qu'on va plus nous intéresser au séquençage. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous permet de savoir quel est le profil de chaque individu auquel nous avons affaire. Donc, je pense qu'on va faire l'économie de qu'est-ce que c'est le chromosome, l'ADN et tout ça. Oui. Continue. Oui. Ok. Donc, pour aller au séquençage, il faudra bien entendu isoler le matériel génétique, essentiellement l'ADN. Et maintenant, pour isoler le matériel génétique, nous disposons de beaucoup de méthodes. Et disons que c'est ici que les choses qui sont les plus utiles pour nous, pour cet atelier, commencent parce que l'extraction que nous aurons à faire, elle doit répondre aux attentes et aux besoins du séquençage que nous aurons à faire. Le matériel dont nous disposons comme échantillon doit être adapté aussi aux outils d'extraction que nous aurons à utiliser pour aller vers le séquençage. Et il faut dire que le choix de la méthode d'extraction, le choix du kit d'extraction va dépendre d'un certain nombre de paramètres.
Donc, pour ce cours, nous nous sommes essentiellement intéressés à deux méthodes d'extraction qu'on va voir un peu plus en détail. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est qu'une bonne extraction, elle garantit une base solide pour les étapes ultérieures, telles que la PCR, le séquençage et même l'analyse génétique. Aujourd'hui, on a de la chance que les méthodes de biologie moléculaire, essentiellement de séquençage dont nous disposons, comportent des étapes où vous avez la possibilité de vérifier est-ce que votre matériel génétique est suffisant pour votre réaction de PCR ou de séquençage. Ou alors est-ce qu'il est trop abondant pour que vous puissiez passer aux étapes ultérieures. Et pour ceux qui font du séquençage par la méthode sanguine, vous comprendrez que ceci est très important parce qu'à un certain moment, vous pouvez vous retrouver stoppé tout simplement parce que votre milieu est très pauvre en matériel génétique ou alors il est trop concentré et il faut des étapes supplémentaires pour le diluer avant de passer aux étapes suivantes. Et c'est de là que nous tirons l'importance de l'extraction et l'adapter selon nos questions de recherche et s'assurer que nous avons des matériels génétiques qui sont vraiment en quantité suffisante pour pouvoir procéder au séquençage. Donc, il y a, comme je l'avais dit, il y a essentiellement deux méthodes qu'on va essayer de survoler, que la plupart des gens savent déjà. On va les survoler pour un rafraîchissement de mémoire pour les uns et les autres, ceux qui n'ont pas un background de biologiste. Et d'abord, la première méthode, c'est l'extraction par la méthode des colonnes, qui est aujourd'hui très répandue dans les dizaines de kits commerciaux qui sont sur le marché, qui utilisent cette technologie et qui passent d'abord par le fait de briser tout ce qu'il y a en membrane qui protège le matériel génétique par la lisse. Ensuite, vous allez fixer tout ce que vous avez pu avoir en matériel génétique à votre colonne pour l'extraction et vous allez procéder tout simplement au lavage et à la purification ensuite à l'édition. Donc, cette technologie, essentiellement, la base sur le principe de fonctionnement, c'est que les molécules d'ADN, tout comme les molécules d'ARN, ont la capacité de se fixer à ces colonnes de silice qui sont conçues par les fabricants, par liaison. Et une fois que ces molécules d'ADN et d'ARN sont fixées à ces colonnes de silice que nous voyons ici, vous pouvez procéder au lavage sans que vous les perdiez. Et quand nous parlons de cette méthode d'extraction, très souvent, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres, mais chez nous au laboratoire, surtout pour les Donc, je disais que pour nous, au laboratoire, souvent, quand on reçoit les étudiants, les stagiaires et autres, donc, pour la plupart de ces techniques d'extraction, on leur dit, faites attention à ce niveau-là. Parce que souvent, pour certains kits, les gens ils sont tellement habitués à laver, centrifuger, jeter le surnageant, et ils vont arriver à la dernière étape où ils vont même envoyer leur matériel génétique extrait à la poubelle, et après ils se rendent compte, et maintenant il faut revenir, faire l'édition encore, et en ce moment, ce que vous allez retrouver au fond du tube, c'est vraiment pas riche en matériel génétique. Ou alors il faut reprendre carrément l'extraction. Donc, on l'a déjà dit, donc la technique elle est vraiment basée sur le principe de fixation d'abord la lisse des membranes par différents tampons, solutions tampons que nous avons. Et pour ces différentes solutions de tampons, il est important à ce qu'on sache quelles sont les solutions qui sont les plus utilisées pour la lisse de ces membranes. Parce que souvent dans le laboratoire, on se retrouve dans des conditions où certains de ces réactifs peuvent faire défaut, mais quand on sait exactement qu'est-ce que nous faisons à chaque étape, on peut l'adapter selon les ressources dont nous disposons et passer à l'étape suivante. Et donc, on sait aussi que le pH est très important dans ce processus. Et je pense que la plupart des kits d'extraction aujourd'hui contiennent déjà des mesures pour maintenir le tampon sur le pH de la solution constante.
ce qui est important pour l'intégrité des matériels, du matériel génétique qu'on va extraire de notre matrice. Okay. Donc, j'ai tantôt parlé de colonnes où ces molécules qui sont chargées positivement vont s'approcher aux molécules d'ADN pour les fixer. Une fois que vous avez fait la liste, et que vous puissiez passer au lavage et à la vérification. Donc, une fois qu'ils sont fixés sur la colonne, on pourra facilement les laver et tout ce qui descend au fond va être considéré comme les débris, les protéines que vous avez dénaturées qui vont directement à la poubelle. Et bien évidemment, à l'état final dont j'ai parlé, donc il faut faire l'édition et absolument cette solution d'édition va aller au fond du tube avec tout notre matériel génétique qui est accroché sur les colonnes, les résines des silices qui sont au niveau de cette colonne. Et nous avons du matériel génétique purifié. Et donc, aujourd'hui, je pense que la pandémie Covid, par exemple, est venue démystifier non seulement le diagnostic moléculaire, mais aussi même le coût de ces kits d'extraction. Pour ceux qui se rappellent bien avant Covid, on se rappelle que chez nous qui utilisons les CIFA, souvent il fallait plus d'1 million pour avoir un de ces kits. Et ce qui faisait que les gens étaient beaucoup plus attachés aux techniques d'extraction fait maison, tout ça. Parce que vous allez acheter 250 PrEP à plus d'1 million et au finish, vous vous rendez compte que ce n'est pas vraiment effectif. Et ce qui faisait que l'utilisation de ces kits était beaucoup plus limitée. Et il y a aussi un autre aspect que ces pandémies ont eu sur la disponibilité de ces kits-là sur le marché, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de fabricants. Avant, vous rentrez dans un laboratoire, vous avez très peu d'options, vous voyez des cartons de Kiagen déposés. Et après, on a commencé à voir tout ce qu'il y avait comme Zimo et autres. Mais aujourd'hui, vous rentrez dans un laboratoire, vous allez voir un kit d'extraction, donc vous ne savez même pas ce fabricant, c'est votre première fois de le voir. Donc il y a beaucoup plus de fabricants pour ces kits aujourd'hui, ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus, disons, ils sont moins élevés. Et ce qui fait que ces kits-là sont vraiment à recommander pour tout ce que nous avons à faire comme technique de biologie moléculaire, vu le fait que ça augmente notre rendement, vu le fait qu'il purifie notre extrait et aussi tout ce qu'il y a comme enzyme. Donc, ça c'était la première méthode basée sur l'extraction par la méthode de colonne. Et maintenant, la deuxième extraction qui est basée sur la méthode de biomimétique. On va comprendre que c'est exactement les mêmes propriétés du matériel génétique qui sont mis en évidence, sinon en jeu, pour concevoir ces kits d'extraction. Donc, l'autre, il y avait les résines de silice qui sont chargées positivement, qui s'approchent de la molécule d'ADN et le retient, sinon elle la retient au niveau de votre colonne, ce qui vous permet de laver les autres. Et on va voir ici que vous avez des billes magnétiques qui sont aussi chargées positivement, qui vont s'approcher à la molécule d'ADN, comme on peut l'apercevoir ici. Et vous avez toujours des portoirs qui vont interagir avec les billes. Et une fois que les billes sont approchées à la molécule d'ADN, ils vont pouvoir les fixer et vous permettre de les laver et débarrasser votre solution de lisse de tout ce qu'il y a comme débris, des protéines et les autres déchets. Donc, après l'extraction, il y a bien évidemment, il faut voir est-ce que l'extraction que nous avons eu à faire, est-ce que cette extraction elle est de qualité. Et j'ai tantôt parlé des aspects qui sont très importants pour nous pour passer au séquençage, en commençant par l'extraction. Aussi, il faudra s'assurer que après l'extraction, notre matériel, selon l'extrait que nous avons, contient suffisamment de matériel génétique pour qu'on puisse passer au séquençage. En même temps, il faut savoir que notre extrait peut être trop riche aussi en matériel génétique, et ce qui peut, lorsqu'on passe aux étapes suivantes pour le séquençage, ce qui peut amener souvent des notions de compétitivité très élevées et souvent inhiber notre réaction de séquençage en termes d'effectivité.
Et donc, je pense que nous sommes, chacun de nous est légèrement familier avec ces plateformes-là, notamment le Nanodrop, le TapeStation et puis le Qubit, qui sont vraiment les plus récents, ou disons, qui sont beaucoup plus utilisés dans les laboratoires maintenant. Vous verrez qu'à côté de chaque plateforme de séquençage, nous disposons de ces outils-là qui nous permettent de quantifier notre matériel génétique avant de passer au séquençage. Et donc, ils ont la capacité de pouvoir nous donner le contenu de notre extrait en termes de peptides, de matériel génétique, ARN, de protéines, et aussi c'est utilisé par d'autres utilisateurs comme les toxicologues, tout simplement parce que ce sont des lecteurs qui regardent l'absorbance de la solution à différentes longueurs d'onde. Et pour nous, ce qui est vraiment le plus important, c'est surtout de s'assurer que lorsque nous faisons le rapport de lecture à 260 nanomètres et à 280 avec les acides nucléiques sur les protéines, que nous soyons dans cet intervalle-là, et pour dire qu'il y a beaucoup plus de matériel génétique dans le milieu que des débris de protéines. Donc, je pense qu'on va faire économie de tout ce qu'il y a comme méthode de PCR, ou en tout cas, pour nous, tout ce qu'il y a comme diagnostic de paludisme, là où la PCR a son utilité pour nous, c'est tout ce qu'il y a comme diagnostic direct des différentes espèces de Plasmodium et aussi diagnostic direct de certaines sources de Plasmodium qui ont certaines propriétés particulières, comme par exemple, vous pouvez concevoir des méthodes de PCR en temps réel qui vous permettent, n'est-ce pas, de détecter certains parasites avec des mutations ciblées. Donc, c'est vraiment là que la PCR aura toute son utilité pour nous, surtout la PCR en temps réel, dont nous disposons tous dans nos laboratoires aujourd'hui, qui vous permettent aussi de coupler, n'est-ce pas, la détection de plusieurs gènes à la fois et optimiser et gagner en termes de productivité. Oui. On continue. Donc là, c'était essentiellement de grandes lignes sur, comme on l'a dit, le matériel génétique, les kits d'extraction, les méthodes d'extraction et aussi tout ce qu'il y a comme outil pour pouvoir quantifier notre matériel génétique avant de passer au séquençage. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on a dû faire économie de beaucoup de détails pour ne pas perdre du temps parce qu'on doit passer à la pratique en après-midi. On va à présent. Je pense que je suis beaucoup plus rapide. Bon, je voudrais m'assurer qu'on puisse quand même finir ces notions qu'on doit couvrir la matinée. D'accord. Il me semble que je suis beaucoup plus rapide. Bon, dû au fait que les gens se sont présentés, j'avais aussi compris que on peut survoler certaines de ces choses par formalité et tout ça. Mais maintenant, s'il y a des questions et des aspects sur lesquels les participants ou quelqu'un voudrait qu'on ait des discussions ou des zones d'ombre, c'est quelque chose qu'on peut faire avant de passer aux méthodes de séquençage. Oui, Derek. Merci beaucoup. Oui, docteur, merci. Dans la présentation, vous avez montré après l'extraction de l'on fait la quantification avec le qubit dans notre job. Mais je voudrais savoir quelle valeur ajoutée à ce. Parce qu'il y a certains protocoles qui demandent que quand peut-être pour nous vérifier la quantité de matériel génétique, pour la quantification, on peut faire le gel dans la hausse pour voir si la qualité est bonne ou pas. Donc, quelle est la valeur ajoutée de faire le qubit pour notre job, au lieu de faire la technique traditionnelle qu'on connaît, la hausse du gel. Merci pour la qualification. D'accord, merci. Donc je pense que quelle
quelle est la valeur ajoutée pour utiliser ces kits-là et utiliser ces plateformes dans notre PlayStation et autres. En fait, ils ont beaucoup plus d'informations à nous fournir. Si vous prenez les techniques, la technique traditionnelle, comme par exemple, regardez sur le gel d'agarose. Le gel d'agarose va vous dire, oui, votre PCR que vous avez à faire, ou en tout cas le matériel génétique, que vous avez du matériel génétique dans votre extrait, dans votre solution. Et vous verrez. Mais en fait, ce qui se pose comme challenge souvent, c'est que vous n'avez pas la possibilité de savoir la taille exacte quand vous faites par exemple l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est toujours une estimation. Et je pense que on le sait, pour tout ce qu'il y a comme génotypage et autres, les gens ils donnent toujours des petites fenêtres. Par exemple, quand vous avez affaire au génotypage de la souillure en utilisant les gènes MSP1, MSP2 et autres, il y a des gens qui vont vous dire quand vous avez affaire à l'MSP1, il faut prendre par exemple plus ou moins 9 paires de bases. Et donc vous dites que si vous faites votre PCR et vous avez trouvé 150 paires de bases, et moi j'ai trouvé 159 paires de bases, il y a de fortes chances que ce soit le même fragment. Donc pour vous dire qu'il n'est pas précis. Mais avec ces outils-là, ils sont beaucoup plus précis. Et je pense qu'on le verra un peu plus devant quand on va parler de la méthode Illumina. Vous allez voir que est-ce que le fait d'avoir fragmenté votre molécule d'ADN, est-ce que vous avez des tailles qui sont vraiment optimales pour une bonne réaction de séquençage par la méthode Illumina? Donc, ils permettent de nous donner tous ces détails. Ils peuvent nous donner non seulement la taille, ils peuvent nous donner aussi des concentrations beaucoup plus précises comparativement aux méthodes traditionnelles comme la migration sur les database. Donc, je pense qu'on va finalement revenir sur la présentation sur la PCR. Il me semble que c'est nécessaire, donc on va essayer de la parcourir. C'est vrai que pour ceux qui sont déjà familiers avec, vous allez trouver que c'est de la répétition et tout ça, mais vous allez nous permettre de le faire dans le but que ceux qui ne sont pas beaucoup plus familiers avec puissent se retrouver, et aussi ceux qui ont peut-être oublié certains aspects, qu'on puisse se rafraîchir la mémoire à propos de la PCR. Ok, donc la PCR, je pense que aujourd'hui tout ce que nous devons à la biologie moléculaire, en termes de diagnostic, en termes de séquençage et tout va de la PCR. Tout va de la PCR qui nous a permis de comprendre beaucoup de propriétés du matériel génétique. Et on a compris les propriétés du matériel génétique qui nous ont mené à tout ce qui a comme PCR, mais aussi la PCR a permis de comprendre beaucoup plus d'informations sur les matériels génétiques qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir les séquencer. Et on verra un peu plus devant qu'il y a beaucoup de ces méthodes de séquençage qui utilisent la PCR. Ce qui fait qu'il faut vraiment savoir quel est le principe qui est derrière, et il est important de savoir certaines notions qui nous échappent souvent et qui font qu'on peut se retrouver à faire une réaction de PCR en boucle dans le laboratoire, pensant que ça ne marche pas, alors que c'est juste une question de concentration qu'il faudra avoir. Et donc, c'est tout simplement une réaction qui se répète plusieurs fois dans le but de pouvoir détecter ou identifier un organisme, un gène, ou en tout cas une portion du matériel génétique dans une solution ADN. Et elle est essentiellement constituée de 3 étapes: la dénaturation, l'hybridation et l'élongation. Pour tout ce qu'il faut pour faire la PCR, il nous faut une matrice franchement, et aussi il faut des bases, sinon un stock de bases qui est comme si nous sommes en train de construire une maison qui est comme notre stock de briques qui est nécessaire pour la construction du mur. Et il nous faut aussi un agent catalyseur, sinon de la tag polymérase, qui
aujourd'hui, que nous utilisons dans le laboratoire joue le même rôle que l'ARN primace dans l'organisme qui permet d'amplifier une séquence donnée. Et aujourd'hui, on est en mesure d'isoler cette tâche polymérase et certaines bactéries, la purifier et même agir sur tout ce qui a comme fidélité et la rendre beaucoup plus performante pour faire moins d'erreurs lors de la copie. Donc, il nous faut la tâche polymérase. Mais il nous faut aussi une solution qui est tampon, c'est-à-dire une solution dans laquelle votre pH varie très peu, parce que si le pH fluctue trop, ça va impacter votre PCR et vous pourrez être amené à croire que la PCR ne marche pas, alors que c'est juste une question de tampon. Et encore une fois de plus, je pense que la plupart des kits de PCR dont nous disposons contiennent suffisamment de réactifs chimiques pour maintenir votre pH constant lors de la PCR. Il faut aussi du magnésium pour les ions MgD+, qui vont jouer ici le rôle de catalyseur pour la réaction de PCR. Donc, on a dit qu'il y a 3 étapes essentiellement: la dénaturation, l'hybridation et l'évaporation. Et la PCR, c'est autre chose qu'une série de variations de température. Donc, on sait que lorsque vous augmentez la température entre 95, sinon 90 à 100 degrés, vous dénaturez la molécule d'ADN qui est là. Et lorsque vous ramenez cette température entre 50 et 55, il faut dire que c'est juste un intervalle qui est donné ici, mais qui peut varier d'une amorce à l'autre. Et les amorces vont s'approcher. Et ici, là se situe la majeure différence entre différentes PCR dont nous aurons affaire. Et je pense que vous ayez Toxoplasma gondii, que vous ayez Plasmodium falciparum, encore Escherichia coli. Vous pouvez regarder une PCR et ne pas savoir quel est le matériel, quel est l'organisme qui est ciblé. Et la différence se situe essentiellement à ce niveau, la température d'hybridation qui est le plus souvent fonction de la séquence des amorces que vous avez. Et on a la température d'évaporation qui permettra à la table polymérase de pouvoir synthétiser votre grain complémentaire. Et tout est schématisé à ce niveau-là. Donc, nous avons notre thermocycleur, d'abord la dénaturation, ensuite les amorces qui vont se fixer et les nouveaux grains qui sont synthétisés par la table polymérase. Donc, on se rend compte qu'en partant d'une molécule d'ADN, on se retrouve à des molécules d'ADN, ensuite 4, ensuite 8, ensuite 16, ainsi de suite. Donc, mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que quand on fait la PCR, plus on augmente le nombre de cycles, comme on peut l'apercevoir ici, vous verrez que les fragments que nous avons ici sont moins limités par rapport aux fragments que vous avez à la fin. Donc, les fragments que nous avons ici sont des fragments qui sont très bien délimités par la zone délimitée par les amorces que nous avons conçues. Mais quand vous prenez les étapes initiales, vous avez des fragments, mais souvent qui ne sont pas exactement à la même taille. Et c'est pour cela qu'on va se rendre compte que dans la PCR en temps réel, un peu plus vivant, les premiers cycles, quand vous commencez la PCR, ne sont pas suffisamment adaptés pour détecter la présence de la molécule d'ADN. Et aussi, en fonction de la quantité de fluorescence qui est dégagée. Donc, ici, ce qu'il faut beaucoup plus se retenir, c'est que le produit de PCR que nous avons à la fin, quand vous voyez que lorsqu'on fait l'électrophorésologie d'agarose, les bandes sont beaucoup plus bien délimitées, c'est parce qu'on a donné suffisamment de temps au thermocycleur pour pouvoir sortir avec des produits de PCR qui sont bien fragmentés selon la taille initiale ciblée. Donc là se trouve la méthode conventionnelle pour voir est-ce que notre PCR a vraiment fonctionné. Et comme je le disais aussi, pour l'estimation de la taille de ces fragments, où on a ici, comme vous pouvez l'apercevoir, souvent le marqueur que vous avez logé sur vos germes d'agarose, tout comme votre amplicone que vous avez logé, peut être en quantité trop élevée, ce qui ne vous permet pas souvent de pouvoir estimer la taille
exacte de votre fragment. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est vraiment une estimation, ce qui fait que les plateformes comme TapeStation et autres ont un grand avantage comparativement à ces méthodes-là. Et souvent, selon aussi la plateforme dont nous disposons pour pouvoir estimer la taille de ces fragments, les chiffres qu'on obtient après l'estimation de la taille des fragments peuvent varier d'un utilisateur à l'autre. Pourquoi? Parce que vous demandez à quelqu'un de positionner, de dire au logiciel qu'il y a une bande à ce niveau. Lui, il identifie cette bande à travers le beau milieu de la bande qui est là, qui est très épaisse. Et vous, quand vous venez identifier la bande, vous l'identifiez par un peu plus en bas, l'autre, il l'a identifié un peu plus en haut. Donc, lorsque vous faites la mesure, vous allez voir que souvent, il y a plus de 20 paires de bases entre les différentes mesures. Et je pense aussi, plus la taille du fragment attendu est grande, plus il faudra s'assurer que votre bande n'est pas trop épaisse lors de l'estimation de la taille pour ne pas avoir des chiffres qui ne représentent pas la vraie taille de la bande que vous avez. Donc cela est très important, donc il faudra optimiser et s'assurer que les bandes ne sont pas trop épaisses pour le marqueur et pour l'applicant que nous avons obtenu à la fin de la PCR. Donc là c'était les techniques, sinon la méthode conventionnelle, la PCR avant l'avènement de la PCR en temps réel. Et donc la PCR en temps réel qui est essentiellement basée sur la détection d'agents fluorophores. Et actuellement, il y a essentiellement deux techniques qui sont beaucoup plus utilisées, la technique de CyberGreen et l'approche Kalman. Donc la technique par la méthode de CyberGreen, qui est juste un agent fluorescent qui va s'intercaler entre les différentes bases azotées de notre fragment d'ADN et qui, lorsqu'il s'ouvre, il émet la fluorescence. Et nous avons une caméra dans notre dispositif de PCR en temps réel qui est en mesure de détecter cette fluorescence et nous dire qu'il y a une amplification pour cet échantillon ou pas. Et nous avons aussi l'approche Kalman qui utilise une sonde qui, lorsque la sonde est hydrolysée, aussi émet une certaine fluorescence et cette fluorescence, elle est détectée. Et on verra un peu plus devant. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que la méthode CyberGreen est la plus ancienne et qui a été améliorée avec le temps. Aujourd'hui, on se retrouve avec l'approche Kalman qui nous permet, comme on l'a dit, de faire plusieurs PCR en parallèle et pouvoir cibler plusieurs gènes à la fois. Et je pense que pour ceux qui ont été impliqués un peu dans la réponse à la pandémie Covid, la plupart des kits qu'on avait pour la détection du Covid utilisaient au minimum 3 gènes. De façon parallèle, avec tantôt le gène RDRP, le gène E, le gène R, donc qui permet de détecter tous ces gènes-là à la fois. Et on verra un peu plus devant l'utilité de cette méthode à l'approche Kalman et quand est-ce qu'il faut l'utiliser pour nous dans le cadre du diagnostic. Donc, l'approche Kalman, dont j'ai parlé précédemment, et on va concevoir notre amorce, aller de notre amorce retour, et nous avons une sonde qui n'est autre chose qu'une petite portion de nucléotide qui cible une partie du génome qui est vraiment spécifique, soit du gène ou de l'organisme que vous recherchez. Donc, cette sonde-là ne s'approche que lorsque votre matériel génétique est présent dans le milieu. Et une fois que la sonde est approchée, par la technique des PCR, l'attaque polymérase devrait faire la synthèse du nouveau grain dans la direction 3', 5', et 5', 3'. Et l'attaque polymérase, en synthétisant notre nouveau grain, lorsqu'elle croise notre sonde qui est munie d'un agent fluorophore, des agents fluorophores que nous utilisons pour FAM, X, FIC et autres. Donc, une fois que l'attaque polymérase
rencontre notre sonde, l'attaque polymérase clive la sonde de passage. Et n'oublions pas que parmi les fonctions de l'attaque polymérase se trouve non seulement la synthèse du brin complémentaire, se trouve aussi la fonction de clivage, tout comme la fonction de correction. Donc, c'est cette fonction de clivage-là, de l'attaque polymérase, qui lui permettra de cliver notre sonde et de la dégager du reste de la séquence à synthétiser. Et la sonde, lorsqu'elle est clivée, elle va émettre la fluorescence de l'agent fluorophore que vous avez initialement attaché à la sonde. Et cet agent fluorophore, il est détecté par notre dispositif de PCR en temps réel, il nous dit à ce niveau, j'ai détecté la lumière jaune ou j'ai détecté la lumière verte. Et cette lumière verte était attachée à tel gène. Ça veut dire que nous avons détecté la présence de tel gène dans le matériel génétique que vous avez, pour la PCR que vous avez inscrit. Et ici, nous avons vraiment beaucoup de possibilités. Sauf que ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des plateformes de PCR en temps réel dont nous disposons, quand vous les regardez très bien, vous allez vous rendre compte que certains de ces agents fluorophores, vous avez la possibilité de les utiliser. Malheureusement, vous ne pouvez pas les utiliser parallèlement parce que les longueurs sont très proches. Du moins, pour certaines plateformes de biorad, vous aurez affaire à ce problème. Si les longueurs d'onde sont très proches, il va vous dire que je ne peux pas utiliser à la fois ces deux agents fluorophores dans la même réaction de PCR. Donc, vous allez choisir un d'entre eux, ainsi de suite. Donc, ceci est très important parce que souvent, vous pouvez vous retrouver aussi avec des amorces qui, à la base, ont été commandées, par exemple, pour une plateforme disons, de Thermo Fisher. Après, vous vous retrouvez avec une plateforme de biorad et vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Vous êtes dans une situation d'urgence, si c'est une situation de pandémie. Est-ce qu'il faut encore commander des amorces, surtout ces amorces de PCR en temps réel qui sont vraiment très coûteuses comparativement aux amorces classiques. Donc, mais si nous connaissons la longueur d'onde d'émission, on peut simplement dire à la machine, OK, au lieu de jouer, vous pouvez prendre VIC à ce niveau pour rechercher la présence de ces gènes. Donc, le choix des gènes que nous allons, le choix des agents fluorophores que nous allons prendre de façon parallèle est très important et il faut s'assurer que la machine ne fait pas de confusion dans la détection de deux d'entre eux à la fois. Et pour ce qui est des résultats de lecture de la PCR en temps réel, nous avons normalement une réaction de PCR en temps réel qui se matérialise sous forme de OS. Et pour ce qui est de la validation de ceci, on avait beaucoup plus de problèmes souvent, surtout en période de Covid, où vous faites par exemple les 1000 échantillons, et quand vous lisez, vous allez voir qu'il y a des courbes qui ont des allures qui ne sont vraiment pas exactement ce que vous voulez. Et souvent qui sont dues aux manipulateurs, parce que souvent il y a des gens qui lorsqu'ils font le pipettage, il y a trop de bulles d'air qui se retrouvent dans les puits, et lors de la dénaturation, quand vous chauffez, ces bulles d'air qui s'éclatent, souvent, ils font détecter souvent les pluies de fond, que lorsqu'ils ne sont pas correctement éliminés par votre plateforme, vous avez des problèmes à pouvoir interpréter correctement votre résultat de PCR. L'important, c'est que nous ayons ces trois parties-là lorsque nous voulons interpréter notre cours de PCR en temps réel. D'abord, comme je l'avais dit, les premiers cycles qui ne permettent pas d'avoir à notre appareil de détecter la présence du matériel génétique, même s'il est présent, parce que la quantité de fluorescence est vraiment très faible. Et ensuite, vous avez votre seuil de détectabilité qui varie selon la réaction que vous faites. Et une fois que ce seuil de détectabilité a été traversé par la courbe, c'est-à-dire la quantité de fluorescence qui est détectée par l'appareil, à chaque fois que la sonde est clivée, commence la courbe, la portion exponentielle. Et cette portion exponentielle n'est autre chose que
comme on l'avait vu dans la PCR, le nombre de fragments qui est en train de se multiplier. Et plus vous avez des fragments, plus vous avez des sondes qui vont s'intercaler dans ces fragments-là. Et par conséquent, plus vous avez des fluorescences. Et quand toutes ces molécules de sondes sont clivées à la fois, la quantité de fluorescence devient beaucoup plus élevée. Ensuite, nous avons la troisième partie du cerveau, qui est la phase stationnaire, qui nous montre qu'il y avait le matériel génétique, mais là nous avons atteint un niveau où nous n'avons plus suffisamment de réactifs dans notre milieu réactionnel pour continuer à amplifier. Donc, et à ce niveau, on va voir que la plupart des concepteurs vont optimiser leur kit et nous donner un seuil de détectabilité. Certains vont vous dire, si vous êtes au-delà de 37 cycles, considérez que l'échantillon est négatif. Certains vont vous dire, si vous êtes au-delà de 40 cycles, considérez qu'il est négatif. 40 cycles qui est vraiment le plus fréquent sur le marché. Mais encore une fois de plus, ceci dépend des circonstances ou en tout cas du milieu dans lequel nous sommes. Chez nous au Mali, lorsque Covid-19 a commencé, il s'est trouvé que tous les patients qui venaient, en tout cas tous les échantillons qu'on recevait au laboratoire et qui sortaient avant les 40 cycles, on les envoyait à l'Institut national de santé publique, on dit il est positif, il faut l'isoler, il faut le prendre en charge et tout ça. Ça, c'était le début de la pandémie. Après, on a atteint un niveau où on n'a plus de place à l'hôpital. Donc, maintenant, il y a la notion d'urgence qui est là. Il faut prioriser les patients qui ont des charges virales plus élevées. Donc, à ce moment, on avait des kits qu'on utilisait, tout ce qui était autour de 35, 37, jusqu'à 40. On dit, bon, pas la peine de vouloir l'amener à l'hôpital, disons, l'isoler et tout ça. C'est quelqu'un qui est probablement en cours de guérison ou en tout cas la charge virale est très faible. Mais les personnes qu'il faut le plus craindre, ce sont les personnes qui ont leur CT value autour de 15, 20 et jusqu'à 25. Ça, ce sont des personnes qui ont une charge virale très élevée qu'il faut rapidement isoler pour ne pas qu'elles exposent les autres, mais aussi qu'il faut prendre en charge pour prévenir les complications. Donc, le nombre de cycles que nous allons prendre pour notre réaction de PCR en temps réel va dépendre de ce que le fabricant a donné comme information après optimisation. Donc là, c'était voilà, les trois parties de la courbe de PCR en temps réel. Et on a la reverse transcriptase PCR, qui est tout simplement la PCR en temps réel en utilisant comme matrice l'ARN. Donc là, c'est vraiment similaire à tout ce qui a été dit précédemment par rapport à l'ARN, sauf que ici, il faut au préalable convertir votre molécule d'ARN en ARN complémentaire avant de passer à la PCR. Et pour cela, nous avons, pour le type de kit, nous avons des kits qui nous permettent de cumuler toutes ces étapes-là en un one-step RT-PCR, qui sont beaucoup plus courants maintenant, vu le fait que souvent, pour la détection des virus, on est dans des situations d'urgence, donc vous n'avez pas le temps de dire que vous allez d'abord convertir votre molécule d'ARN en ADN complémentaire, ensuite prendre cet ADN complémentaire-là et le lancer, sans compter le fait que vous êtes exposé à beaucoup plus d'erreurs si vous devez le faire en deux étapes. Enlever à la fin de la première PCR, ensuite vous faites encore un autre mélange réactionnel. Donc il y a beaucoup plus d'erreurs qui peuvent arriver. Et la méthode en one step permet de cumuler tous les réactifs ensemble et elle fait la première étape autour de 50 degrés, 55 degrés pendant quelques dizaines à 15 minutes et ensuite vous passez maintenant à la PCR à partir de votre matrice d'ADN complémentaire que vous avez générée en utilisant la molécule d'ADN. Donc, comme je le disais, cette PCR en temps réel va nous permettre d'estimer
non seulement le nombre de copies, d'abord, dire que telle personne elle est non seulement positive, mais la personne est positive et voici la quantité estimative d'agents pathogènes que l'échantillon a. Donc, d'où la technique en question sort son nom pour dire QPCR, pour dire la PCR quantitative, ou encore QRT-PCR pour dire la PCR quantitative à partir de la molécule d'ARN. Donc, de façon survolée, voici un peu ce qu'on voulait dire sur la PCR et aussi les étapes préalables avant de passer aux méthodes de séquence. Merci. Merci, Dr. Youssouf. Je pense que maintenant, on a fait l'extraction, la PCR. Il reste des plateformes disponibles pour le séquençage. Pour l'extraction, je pense qu'il a mis l'accent sur les kits. Mais nous, par exemple, parce que l'utilisation des kits, ça dépend du projet que tu as. Si tu as un grand projet, tu peux te donner l'opportunité de partir acheter des kits plus chers. Nous, actuellement, avec la surveillance de drogue résistante qu'on est en train de faire, on pense que l'utilisation des kits va être plus coûteux. Donc nous, on est beaucoup plus dans le Kelex. Donc on utilise ça et ça marche très bien. On a de très bonne qualité d'ADN qu'on est en train d'utiliser pour le séquençage. Donc je pense que it's time for lunch, or break, or... Je ne sais pas si on peut faire une pause à ce niveau ou bien on continue avec... Ok. Je ne sais pas s'il y a des questions, des rajouts, parce qu'il faut que ce soit interactif. On va apprendre chacun. Ok. Parce que moi, personnellement, je suis beaucoup plus dans le talus. Bien, merci M. Youssouf pour votre présentation. Ma préoccupation porte sur la nécessité de forcément passer par une PCR ou une PCR avant le séquençage. Je pense que ce n'est pas une obligation. Ça dépendra, on verra un peu plus devant, ça dépendra des questions auxquelles nous voulons répondre et aussi la plateforme qu'on voudra utiliser. Mais ce n'est pas vraiment une obligation. Mais il est important de savoir cette notion-là parce qu'il y a des méthodes de séquençage aussi qui passent forcément par la PCR. Donc il y a des personnes dans la salle, je pense que souvent, comme elle l'a dit, quand on regarde l'aspect post-effectiveness du projet, souvent il y a des plateformes. Aller sur cette plateforme, c'est vraiment c'est comme si vous êtes en train de jeter vos ressources par la fenêtre. Et souvent aussi, vous avez des échantillons qui se démarquent carrément des autres dans le laboratoire. Et vous avez maintenant tout de suite des échantillons qui n'ont pas le même profil que les autres. Vous voulez peut-être savoir quel est le profil. Il y a un gène que vous voulez séquencer. Donc là, vous allez dire, ah ok, comme j'ai déjà le dispositif de Sanger qui est sur place génétique de Sanger, je vais passer par la méthode de Sanger. En ce moment, vous êtes obligé d'amplifier pour, n'est-ce pas, pouvoir séquencer votre gène d'intérêt, tout comme Amplicon Sequencing et autres. Donc je pense que ce n'est pas obligatoire, ça dépend des questions auxquelles nous voulons répondre, la plateforme dont nous disposons et tout ça. Avec Sanger, par exemple, tu es obligé de faire la PCR avant, parce que tu as une zone ciblée que tu dois amplifier avant de passer au séquençage. Il faut être sûr que tu as bien amplifié cette zone. Même avec le whole genome, avec Minion, souvent il faut amplifier l'ADN, pas avec... parce que là, tu ne cherches pas de... Mais il faut d'abord amplifier l'ADN et après passer... Même si tu peux aussi utiliser l'ADN directement, mais c'est mieux d'amplifier et utiliser l'amplicon pour continuer. Lui, il avait demandé l'utilité de Tape Station
par rapport au... C'est surtout après la préparation de la librairie que ça, c'est très, très important. Parce qu'il faut connaître chaque plateforme, Illumina, Minayon, chaque plateforme demande une quantité d'ADN à loader après la préparation de la librairie. Donc, c'est surtout cette étape qui est cruciale pour le séquençage. Si tu n'es pas dans leur range, tu peux pas avoir le résultat que tu veux après. Il y avait d'autres questions. Ok, merci bien. Concernant la PCR, pour l'ADN polymérase, vous avez beaucoup parlé de la TAC. Qu'en est-il de la PFU et quelle est la différence entre les deux? Ok, donc la PFU, je pense qu'on va peut-être avoir une discussion que les uns et les autres donnent leur connaissance sur la PFU. On a des kits qui sont faits à base de PFU, aussi pour la PCR en temps réel, et qui souvent les fabricants se permettent de nous dire qu'il est beaucoup plus sensible que les autres qui détectent que nous avons. Et après, ils donnent encore d'autres informations sur la PFU encore pour dire nous avons jusqu'à 3 types de kits de PFU qui ne sont pas les voilà, par exemple, récemment pour la DENC, on a reçu un kit qui était à base de PFU et c'était, disons, supposé être beaucoup plus sensible que les kits qui sont à base d'état polymérase. Et en pratique, dans le laboratoire, c'est parce que nous avons constaté. Et si vous avez peut-être des informations additionnelles à donner sur ça, vous serez les bienvenus pour nous et pour tout le monde. Merci. C'est juste, ça fait peut-être rigoler, mais il faut nous dire à nous tous ce que c'est que le PFU. Parce qu'on a l'impression que les biologistes sont en train de parler avec des codes là. Donc les bioinformaticiens, ils attendent. Quand ils vont commencer à parler avec le code ici, ça sera bon. Voilà, chacun va parler ça là. Donc, si vous pouvez revenir un peu sur ce que c'est que le PFU, pour que tout le monde connaisse pas les bioinformaticiens. C'est une ADN polymérase qui vient de Pyrococcus furiosus. Mais est-ce que vous pensez qu'elle est beaucoup plus fidèle oui, par rapport à la table polymérase comme beaucoup de fabricants de... Oui, en fait, moi je considère que la PFU est plus fidèle parce qu'elle polymérise lentement. Or, la table polymérase va un peu plus vite et crée souvent certaines, je pourrais dire, ajoute soit des poly-A ou voilà, donc va un peu plus vite. Bon, pour ce que j'ai eu l'habitude de faire, donc pour séquencer, on préfère utiliser des kits où l'ADN polymérase et la PFU pour que ça soit plus fidèle à ce qu'on fait. Oui, d'accord. Merci pour le partage d'expérience. C'est vraiment merci beaucoup, docteur. Pour comprendre ce que vous avez dit aujourd'hui, donc quand on fait le séquençage, il faut qu'on s'assure que la charge parasitaire ou la charge virale est élevée avant de faire le séquençage. Parce qu'après l'application, si on a une charge virale faible, ou une charge parasitaire, on ne pourra pas séquencer. Parce que